Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'apprécie tout bonnement faire. C'est une maison d'édition et je vous présente quelques titres de cette maison d'édition. Aujourd'hui, on va parler d'une maison d'édition indépendante d'imaginaire française qui a des textes qui ont plutôt marqué l'actualité éditoriale ces dernières années et qui a été notamment très reconnue sur la sphère booktube avec sa série La Tour de la Garde, dont je vous ai déjà fait une petite chronique, je vais vous en reparler rapidement. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des Forges de Vulcain, une maison d'édition qui ne publie pas que de l'imaginaire, même si c'est ce que je vais vous présenter, qui publie des essais, de la littérature blanche, de la littérature, on va dire, générale, et surtout aussi de l'imaginaire avec quelques petites pépites. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler les dates de février en dédicace. La tournée des dédicaces, elle reprend en février. On a 3 dates en février. Tournée en Belgique, SF Connection à Colmar, donc en Alsace, et on a enfin Normania à Rouen, qui est un grand festival de, on va dire, de viking, littérature d'imaginaire en globalité. Et en mars, on a le Salon du Livre de Bondu pour l'instant, et donc en parallèle Trolls et légendes à Mons, parce que j'adore Trolls, et le Salon Fantastique à Paris. Et il y aura peut-être d'autres petites dates qui vont se caler, mais c'est celle-ci que je peux vous valider pour l'instant. Je vais vous parler donc de Les Forges de Vulcain, une maison d'édition qui a été créée en premier lieu en 2009, mais ça a vraiment été installé en 2010 par des chercheurs qui avaient un objectif: publier de la littérature qui se veut de la littérature générale avec un brin d'imaginaire et de la littérature d'imaginaire avec une volonté littéraire. Une recherche un petit peu esthétique du texte, c'est-à-dire que c'est des textes qu'on retrouve aussi dans des prix. Les Forges de Vulcain, je trouve que c'est une des rares maisons d'édition d'imaginaire qu'on voit avec la Volte par exemple récompenser des auteurs d'imaginaire dans des prix qui ne sont pas forcément de l'imaginaire, vu qu'ils publient en majorité des textes qui ne sont pas d'imaginaire, ça leur permet de rentrer par la petite porte, et leur volonté c'est de publier des textes assez originaux et surtout avec des plumes qui sont assez riches. Les Forges de Vulcain donc se sont créées en 2010 et ont été reconnues dans un premier temps pour leur travail de traduction autour de William Morris. Alors William Morris, c'est un très très grand auteur que l'on dit un des pères de l'imaginaire. Il a été une des inspirations par exemple de Tolkien, une des inspirations de Jack London. C'est un auteur qui était pas qu'un auteur. À cette époque-là, les hommes étaient multifonctions, c'est-à-dire qu'il est surtout connu pour ses textiles, pour son travail d'artiste. Il y a des expositions William Morris qui, de temps en temps, moi je suis en plein travaux, j'adore William Morris, j'en mettrai partout dans ma maison, mais on reprend énormément les tissus William Morris. Mais il était aussi engagé au niveau politique, il me semble au niveau du socialisme de l'époque, et en même temps il était auteur, et auteur d'un genre un peu particulier. Il écrivait des textes qui s'inspirent énormément de la source médiévale. C'est pas du tout un auteur qui s'est situé dans la période médiévale, mais il s'inspire énormément de tous ces textes, et notamment je trouve beaucoup du Nom de la Rose, pas avec les moines et cette enquête policière, le Nom de la Rose, le texte médiéval, avec toutes ces figures allégoriques et ces figures du jardin. William Morris, il y a en fait cet grand hommage qui est en parallèle avec tout ce courant pré-raphaélique dans lequel il s'est inscrit, avec notamment l'instigateur du courant Art and Craft, et ça se sent un petit peu tout cet amour en fait, cette glorification du médiéval, et qui est un petit peu réinterprété, et c'est ce qu'on retrouve dans ces textes. Je pense qu'il faut commencer par William Morris si je vous parle des Forges de Vulcain, parce qu'ils ont sorti énormément de petits textes, parce que William Morris c'est souvent plutôt petit, mais je vais vous présenter une édition un peu particulière, c'est la seule que j'ai pas lue encore, parce qu'il est toujours en exposition dans ma bibliothèque, et il est pas dans ma palle, et j'y pense jamais, mais il faut que je lise cette année, et c'est surtout un texte, c'est un peu son plus connu, c'est La Source au bout du monde. Donc c'est dans une édition un peu particulière, les Forges de Vulcain, on n'est pas ces formats-là habituellement. C'est une édition donc qui est inspiré, si je vous trouve une petite page, des textes médiévaux, des moines copistes un petit peu, c'est-à-dire qu'on retrouve la rubrique et la lettrine des textes médiévaux, et c'est vraiment chouette parce que tu retrouves l'écriture en colonne et tout. Moi, William Morris, j'en avais entendu la première fois parler dans mes cours de littérature médiévale, et j'adore la mise en page de ce texte-ci. Alors La Source au bout du monde, c'est l'histoire... C'est un peu le même genre d'histoire à chaque fois, mais c'est assez des histoires qui sont assez prégnantes dans la littérature médiévale. C'est l'histoire d'un fils de roi qui veut décider de partir en quête. Il va devenir un chevalier errant et va trouver cette source un petit peu magique
et faire la découverte de nombreux paysages et surtout de nombreux personnages qui vont le faire questionner sur la question du bien et du mal. C'est un texte, il y a toujours un petit peu de philosophie chez William Morris. C'est une plume qui est assez riche parce qu'elle prend un petit peu ce tournant médiéval sans être aussi dure que les textes médiévaux de base. Hein, c'est pas de l'ancien français du tout. On ne va pas vous demander de lire les Laits de Marie de France en ancien français. Mais voilà, il y a ce truc qui est assez sympa. Alors, il faut bien se rendre compte que c'est de la littérature qui s'inspire de la littérature médiévale. Donc il y a beaucoup, tout ce qui est référence aux figures allégoriques, beaucoup de thèmes, donc le fait de sauver la bien-aimée, l'amour courtois, la quête initiatique. Donc forcément les figures elles sont pas très modernes, mais il y a toute une esthétique là-dedans. Cette couverture elle n'est pas de William Morris parce que ces autres textes c'est plutôt les couvertures qu'on a l'habitude. C'est Edward Brune Jones qui a des magnifiques tableaux et cette édition est tout bonnement magnifique et il faut absolument que je la lise, sachant que les textes de William Morris j'ai jamais été vraiment déçue parce que moi j'ai un petit coup de cœur pour tout ce qui est littérature médiévale et donc forcément ça me parle. Mais si vous aimez ça sans être forcément prêt à lire des textes comme Le Conte de Flore et Blanchefleur par exemple, ou des textes un peu prégnants de cette époque dans des éditions un peu faut chercher pour trouver des traductions, William Morris, vous verrez un petit peu l'emprunt qu'ont fait les auteurs d'imaginaire après dans les thèmes, dans les questions, dans les représentations, même dans les tropes, c'est-à-dire la forêt, ce genre de choses, vraiment des endroits un peu clés. On va rester dans le médiéval cette fois-ci avec un autre texte qui fait partie de la mythologie arthurienne, donc c'est une réinterprétation d'Arthur et c'est surtout ce que j'avais aimé dans celui-ci. C'est un personnage qu'on voit assez peu réinterprété dans la légende arthurienne, c'est-à-dire que c'est Uther Pendragon, donc de Thomas Spock. Donc c'est une réécriture du cycle du Graal. On va voir Uther et on va voir Pendragon, donc deux personnages qui vont partir pour chasser l'usurpateur qui est en place et pour ce faire ils vont être confrontés à ce joyeux Merlin qui n'est pas très très positif dans le texte et à une petite fille qui risque de bouleverser leur destin. Ça fait longtemps que je l'ai lu, je me souviens que la plume était assez riche et assez dense. J'avais aimé le fait qu'on réinterprète des personnages qu'on voit assez peu. Alors Uther Pendragon, on le réinterprète surtout soit comme un élément négatif dans la légende arthurienne, comme un peu un opposant à Arthur, soit dans certaines réécritures, on a même le fait que c'est le père d'Arthur. Voilà, donc ça dépend un petit peu. Genre dans le Merlin de la BBC que j'adore, Uther c'est le père, mais c'est le père qui prend des décisions pas toujours ok et qui est un peu contre la magie. Donc, Uther a toujours une figure un peu négative, je trouve, dans les textes. Et ici, c'est plus un récit de reconquête du pouvoir avec plein de références au Graal avec les personnages. Et j'avais aimé le côté de la figure de Merlin qui est un peu nuancé parce que Merlin, on a tendance à glorifier beaucoup le personnage, mais c'est une figure un peu sombre parfois, qui prend des décisions qui sont un peu questionnables et c'est assez belliqueux. La plume était riche. Il y avait aussi un petit peu un côté médiéval qui était questionné. Il y avait la question aussi de la relation aux frères, voilà, ce qui peut avoir un petit peu comme conflit tout là-dedans, et puis cette jeune fille que je vous laisse découvrir, mais que c'est un personnage un petit peu important de la légende arthurienne. Donc voilà, si vous avez envie de lire ce texte, normalement il y a qu'un tome qui est sorti si je dis pas de bêtises. Dans mes souvenirs, c'était pas vraiment une vraie fin. Alors je sais pas si ça a pas assez marché pour commencer ou si c'est juste en fait on a fait une réécriture sur Uther, mais t'as envie d'avoir la suite, hein, comme tout le temps avec le mythe du Graal. Mais voilà, vous voyez bien que les éditions, alors ça c'est les formats habituels, les éditions donc des Forges de Vulcain ont une charte graphique assez particulière. C'est des graphismes qui sont très marqués au niveau des couleurs et dans des formes qui ça va pas représenter des personnages à la young adulte. Il y a vraiment une charte prédéfinie que j'aime bien, qui est assez sympa pour l'imaginaire et qui rentrait très bien en bibliothèque. Ensuite, on passe à d'autres littératures. Alors, je suis obligée de vous en parler parce que c'est le gros succès de cette maison d'édition et que je vais remettre des couches. Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, cette série, mais elle vaut le coup et qu'il faut attendre. Les tomes 3 sont très très bons. C'est la série En 4 mains et il faut que je vous parle aussi du fait que les éditions des Forges de Vulcain prennent des risques en termes éditoriaux, hein, parce que faut bien se rendre compte que publier La Tour de la Garde
à l'époque où ça a été publié, donc ces 3 dernières années, c'était pas une mince affaire. Parce que déjà, c'est passé de mode et que c'est un gros pari sur l'avenir de publier un texte en 6 tomes avec 2 auteurs différents. Donc, La Tour de la Garde, vous avez, donc là j'ai pris Capitale du Sud, mais de Chaman-et-Jean, mais il y a aussi Capitale du Nord de Claire Duvivier. C'est un récit où vous allez suivre 2 points de vue, 2 villes. Le premier, donc, avec Nox, c'est donc cette cité qui est régie par plusieurs grandes familles. Nox a un passé assez trouble parce que sa naissance s'est effectuée dans des conditions un peu tragiques. Il a une sœur qu'on considère comme très instable psychologiquement qui, pour le coup, si je me souviens qui éprouve pas trop de sentiments pour l'humanité, qui va être au service d'un des nobles de la cité, et dans le premier tome, il va faire la découverte d'un livre magique qui le transporte dans un nouveau monde. C'est un texte qui est très tourné sur la gastronomie, il y a un côté très franco-français dans ce texte-ci, et Nox, c'est surtout de la construction de cité, de la gestion de cité qui est mise en avant. C'est de la fantaisie assez calme, vous n'allez pas avoir des combats épiques tous les 5 minutes, c'est aussi des quêtes des personnages, une ambiance avec cette cité, comment elle est régie. Nox va devenir épicier, donc il y a beaucoup de choses qui est tourné sur la nourriture. Et le 3e tome, si vous êtes amateur des Sims, vous aimerez parce que c'est de la gestion de cité pure et dure. C'est comment faire vivre un modèle de cité économique qui se rapporte plutôt à une économie où il n'y a pas vraiment de dirigeants ou de domination, où tout le monde est égaux et libre. Et dans donc Capitale du Nord, on va suivre Amalia. Amalia, donc Capitale du Sud, moi ça me rappelle énormément Marseille. La façon dont c'est décrit, il y a ce côté un peu méditerranéen qui est vraiment très présent. Capitale du Nord, c'est Lille. Voilà, on est dans ce délire-ci où on va suivre donc Amalia. Amalia, c'est l'héritière de parents qui ont des grandes places dans la cité. C'est des gens qui sont un peu comme des aristocrates. C'est une cité qui n'a pas forcément le même régime politique que je vous ai présenté juste avant. Et Amalia, elle vit très très différemment des autres enfants de son âge. C'est-à-dire qu'elle va être éduquée, extrêmement éduquée aux questions de la vie. C'est quasiment une scientifique. Elle est éduquée avec son meilleur ami. Jusqu'au jour où on va lui apprendre que elle va être mariée de force à celui-ci. Et tout va être bouleversé où son meilleur ami va découvrir un espèce de... Il me semble que c'est un diadème qui va le pousser à commettre des choses atroces et Amalia va tout perdre. Et essayer de tout reconquérir et de survivre dans une cité où elle n'est pas prête à vivre parce qu'elle a été éduquée dans un certain type d'éducation et c'est pas la réalité. Donc c'est une jeune fille qui va devoir tout apprendre. La Tour de la Garde, c'est une série qui est très ouverte d'esprit sur les questions de représentation LGBT, représentation ethnique, beaucoup de sujets qui sont peu abordés dans l'imaginaire. Hein. Comme je vous dis, la gestion de cité est très présente. Les personnages sont tout en finesse, en délicatesse et en traitement, mais si vous aimez la fantaisie américaine belliqueuse où ça découpe la epic fantasy, c'est clairement pas ce que vous allez trouver là-dedans. Mais si vous aimez un peu changer d'habitude, faut savoir que La Tour de la Garde, il y a quand même pas mal de gens qui ne lisent pas d'imaginaire qui aiment cette série-ci parce qu'il y a quasiment aucune magie, à part cet autre monde et certaines créatures. C'est tellement du quotidien, c'est de la fantaisie du quotidien qui a quasiment parfois un petit côté cozy fantasy, même s'il y a des choses extrêmement graves qui se passent, parce que c'est la vie de ces personnages-ci et on s'y attache forcément. Les plumes sont très belles, très travaillées. Et moi, j'ai eu un très gros coup de cœur pour les contes suspendus parce que j'aime les Sims. Voilà, et c'est clairement vraiment un hommage à tous les gens qui aimeraient gérer des cités, voilà, pour le coup. Et enfin, alors là, on quitte totalement ce genre-ci. Là, on est sur de la réécriture historique un peu barrée. J'ai lu 2 ou 3 textes de cet auteur. J'en ai lu aussi chez Pocket en poche. Donc ici, je vous parle de Lord... Alors, je sais jamais le prononcer... Cochran, moi je dis... VS L'Ordre des Catacombes de Gilberto Villarroel. Alors Gilberto Villarroel, c'est un auteur qui vient du Chili et qui parle français. C'est-à-dire que je le vois souvent en salon, il est super gentil en plus. C'est donc cette figure de... Donc on est au 19e siècle, sous l'époque un peu napoléonienne. Lord Cochrane, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un héros célèbre écossais. Qui va dans ce tome-ci enquêter un peu sur la mort d'un bonapartiste qui s'appelle Jean-Baptiste Dallier, qui est un ami des frères Champollion, vous savez, celui qui la pierre de Rosette et tout, je vous replace ça. Donc il y a vraiment un côté historique. Et on a donc ce jeune Champollion qui découvre l'existence, la preuve de l'existence de Cthulhu. Alors parce que
je vous ai pas dit, mais c'est des réécritures Lovecraftiennes, toujours. Et donc il y a une histoire de manuscrit écrit par César, et donc une recherche par ces personnages de ce manuscrit, mais ils vont pas être les seuls à rechercher. Si, c'est une réécriture Lovecraftienne, vous voyez bien avec tout ça, historique, qui est très chouette. Celle-ci notamment, j'avais beaucoup aimé, c'était mon préféré, parce que t'as toute la réécriture avec Toulouse, et ce qui est intéressant, c'est, je pense qu'il faut lire Lovecraft et ses textes aussi en même temps pour faire les comparaisons, parce que j'avais trouvé que c'était une bonne réécriture, même Toulouse en soi était bien apporté, la façon dont c'était fait, avec un côté historique assez jouissif, où on essaye de trouver des justifications ou des solutions, ou même en dire voilà, ça pourrait expliquer que Toulouse, ça et ça. Quand t'aimes l'historique, quand t'aimes les références, quand t'aimes un petit peu aussi, ça bougeait pas mal, il y a beaucoup d'aventures, tout le monde pourchasse tout le monde, c'est assez sympa. Donc à chaque fois, c'est des réécritures un peu du mythe Lovecraftien. On a par exemple, alors je l'ai pas lu celui-ci, c'est celui qui me faisait le plus envie, on a ce personnage-ci et les montagnes hallucinées, par exemple, qui est mon texte préféré de Lovecraft pour l'instant. Et si vous aimez Lovecraft, c'est une très bonne réécriture, j'avais beaucoup aimé. Et en plus, en ce moment, je suis un peu à la recherche de réécriture de Lovecraftienne, si vous m'avez des petits renseignements. Je sais que N.K. Jemisin en avait écrit une qu'il faut que je lise, mais j'aimerais beaucoup me pencher un peu sur la question, parce que Lovecraft, j'en ai lu quelques-uns, mais j'aime bien l'ambiance et j'aimerais bien découvrir des réécritures Lovecraftiennes. Le problème avec ça, c'est qu'il y en a beaucoup de mauvaises a priori de ce que j'ai pu entendre, donc si vous en avez certaines qui vous ont plu, n'hésitez pas à me faire un petit renseignement en commentaire, et aussi à me conseiller d'autres livres des Forges de Vulcain, si vous en avez lu d'autres, pour se faire, comme ça pourra aider les gens s'ils veulent se faire un petit avis. Donc voilà, je vous ai présenté 4 ouvrages de cette maison d'édition. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres maisons d'édition que vous voulez que j'expose, voilà, sur la chaîne, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.